La doctoresse Barbara Brouwers, qui nous vient de Hollande, où elle a fait ses études de médecine, puis après quelques passages dans des pays en voie de développement où elle a pu prendre contact avec la vraie médecine, est venue à Genève où elle s'est intéressée très rapidement aux problèmes de dépendance, d'abus de substances. Et c'est à ce titre qu'elle va vous parler de l'usage de l'alcool, du tabac et d'autres substances et du troisième âge. Quelle attitude? Point d'interrogation. Je suis sûr que vous sortirez fortifiés après cette conférence et je la remercie d'avance de sa disponibilité. Je lui donne la parole. Merci M. Junot pour l'introduction. Merci aussi à la Commission Santé de l'invitation de venir vous parler d'un sujet qui me tient effectivement à cœur au quotidien avec des patients, mais où il y a beaucoup d'autres choses à réfléchir. Et j'étais particulièrement contente d'être obligée un peu de me plonger dans le sujet de l'usage de substances et le troisième âge, parce qu'au fond, c'est quelque chose qui est un peu négligé, un peu caché, et où, en fait, comme réseau de soins, vous allez voir, on n'a pas encore des réponses claires à vous donner. Et donc, ce fut pour moi aussi l'occasion, vous allez voir, de discuter avec mes collègues qu'est-ce qu'on devrait faire mieux à Genève. Donc, en novembre 2010, l'Observatoire de drogue européen a écrit un grand rapport qui s'appelle « Consommation de drogue et de l'alcool là-dedans chez les personnes âgées, un phénomène négligé ». Et qu'est-ce qu'ils disent dans ce rapport? Que voilà, ça je ne vous apprends rien du tout, qu'il y a un vieillissement très clair de la population en Europe, qu'il y a des grands changements dans le domaine de la dépendance, dans le sens que ce qu'on appelle les baby boomers, qui partent à la retraite bientôt, sont des gens qui ont consommé davantage de substances psychoactives dans leur vie que par rapport aux générations d'avant. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de consommer des substances et que déjà, ils viennent beaucoup plus souvent dans des lieux de soins. Le problème est que les centres de traitement pour la dépendance ont toujours été développés pour les jeunes, voire les adultes, mais jamais pour les personnes de troisième âge. Et en fait, il n'y a pas les moyens et souvent ni les compétences pour s'occuper de cette nouvelle génération qui pose des problèmes très spécifiques. Donc, voilà, plus de personnes peut-être qui ont besoin d'aide, les centres de traitement pas préparés, et en plus, tout ce qui est approche thérapeutique et les médicaments qui sont utilisés dans notre domaine, en fait, n'ont jamais été évalués pour au-delà de 65 ans. Ils ont été testés chez le jeune homme à 40 ans maximum. Donc voilà, ce n'est pas pour dire maintenant que j'ai rien à vous dire aujourd'hui. Hein, je pense qu'on a plein de choses à partager et je propose de faire deux parties dans ma présentation. Une, c'est un peu sur quelques définitions, c'est quoi les substances, c'est quoi la dépendance, quelques concepts de base pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Et après, plus spécifiquement, quelque chose par rapport aux substances et troisième âge, les approches thérapeutiques et je finis par quelques conseils. Alors, finalement, les substances, on parle toujours de substances psychoactives. Hein. C'est quoi, en fait? Une substance psychoactive a été définie comme toute substance qui agit sur le psychisme en modifiant sur le fonctionnement mental. Donc, il entraîne des changements dans soit les perceptions, ce qu'on entend, ce qu'on voit, l'intensité de la musique, etc., soit ça change l'humeur, on se sent plus gai ou moins anxieux ou plus anxieux. La conscience, on est plus endormi ou moins endormi. Ça peut changer le comportement et diverses fonctions psychologiques. Hein. Donc ça, une substance psychoactive agit toujours sur le cerveau, on peut dire. On a beaucoup de substances qui agissent de cette façon-là. Hein. Et bien sûr, je ne vais pas parler de tout. Je vais vous parler de 3 classes en gros et quelques substances là-dedans. Une classification qui est très utile tant pour les cliniciens et peut-être aussi pour vous,
c'est de comprendre qu'on classifie souvent les substances en fonction de l'effet sur le système nerveux central. Et que tout d'abord, on a les dépresseurs, ceux qui dépressent, qui font dormir, qui vont que les gens se relaxent au fond. Ce sont l'alcool, les médicaments comme les benzodiazépines qui sont des somnifères, les opiacés ou opioïdes comme l'héroïne, la méthadone, la morphine et les GHB. De l'autre côté, il y a des substances qui stimulent. Les plus connues sont évidemment des drogues illicites comme la cocaïne et l'amphétamine, mais le plus utilisé sont des substances, disons, licites comme le café, la caféine et la nicotine dans le tabac. Et finalement, il y a des perturbateurs, il y a des médicaments qui changent la perception des choses, comme le cannabis, les solvants et ce qu'on appelle les hallucinogènes, comme certains champignons ou le LSD. Et on va passer en revue une partie de ces substances. Comme j'ai dit, il y a plein de substances. Voici les sites qui ont beaucoup d'infos. C'est soit le site Addiction Info CH, on va en reparler, et le site qui s'appelle No Drugs. Ok. Indépendant que ce soit un dépresseur, un stimulant ou un perturbateur, il faut savoir que les substances psychoactives activent ce qu'on appelle le système de récompense, notre système de plaisir, et que par n'importe quel biais, que ce soit la cocaïne, l'alcool ou l'héroïne, ils ont des voies différentes, mais tous activent ce système de plaisir. On prend la substance, on prend du plaisir et on a envie de reprendre. Et que quand on perd les pédales par rapport à ça, effectivement, on peut devenir dépendant. Donc ça, c'est la base d'une substance psychoactive et pourquoi c'est dangereux. Toutes ces substances ont un effet sur ce qu'on appelle le système dopaminergique. C'est la dopamine qui est une des substances qui est stimulée par l'ensemble des substances. Toute consommation de substances peut provoquer des changements durables, même si après ils ont des effets très différents. J'arrête là avec la neurobiologie, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que quand on consomme une substance psychoactive, il y a 3 conséquences possibles. D'abord, toute substance psychoactive peut créer ce qu'on appelle une dépendance. On va reparler qu'est-ce que c'est exactement. À part créer une dépendance, les substances peuvent avoir une toxicité directe sur l'organisme. Par exemple, l'alcool est en principe toxique pour le foie, ou la cocaïne a un effet sur tout le système cardiovasculaire, donne une hypertension, un cœur qui bat trop vite. Et donc ça, c'est un effet direct et qui peut être dangereux. Et après, il y a des conséquences qui ne sont pas directement liées à l'effet de la substance, mais qui sont liées à comment on utilise la substance. Donc, par exemple, c'est le partage du matériel d'injection pour des gens qui prennent des drogues par voie IV. On attrape des maladies par ce biais-là. Ce n'est pas l'héroïne qu'on s'injecte qui donne l'hépatite C, non, c'est le fait qu'on partage du matériel d'injection. Ça peut être aussi que si on est dépendant, on a une malnutrition, voilà, plein d'autres effets qui ne sont pas liés en soi à la substance. Donc, on voit que si on consomme des substances, il peut y avoir des conséquences. Et il y a M. Nutt, qui est un fameux Anglais, qui a essayé de classifier la dangerosité des substances en fonction de ces 3 effets, donc la dépendance, les conséquences directes et indirectes. Et vous voyez ici, je vais expliquer un tout petit peu, vous ne pouvez pas avoir les chiffres, je vous en citerai les plus importants. En bleu, ici, c'est les dommages pour l'individu, en rouge, les dommages pour l'environnement. Alors, je sais pas, peut-être vous n'êtes pas étonné, mais en fait, finalement, ce qui sort dans cette classification, c'est l'alcool. Largement, c'est considéré la substance la plus dangereuse. Okay. En 2e place, c'est l'héroïne. En 5e place, la cocaïne. Juste après, il y a le tabac. Un
tout petit peu plus loin encore le cannabis et dernièrement les somnifères. Donc vous voyez, hein, ça va être un peu contre-intuitif, on pense peut-être surtout la cocaïne et l'héroïne sont dangereux. Non, c'est plutôt l'alcool qui est finalement la substance qui menace le plus dans notre société et qui donne des coûts extrêmement importants sur le plan individuel et sur le plan de la société. Alors on va détailler ça un peu plus. On a vu, il y a des substances, on a vu qu'ils peuvent avoir des conséquences. Ce n'est pas pour dire que toujours tout usage est mauvais. Il y a même de l'usage bénéfique de certaines substances. Ça peut être un peu de café, un peu d'alcool, ça peut être même l'utilisation de substances dans le contexte de rituels parce que ça fait partie de la vie. Mais c'est possible, de temps en temps et pas tout le temps. Il y a aussi ce qu'on appelle un usage non problématique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage, mais pas de désavantage non plus de prendre. Ça pourrait être par exemple un usage occasionnel d'un peu d'alcool. Mais après, on peut virer dans le rouge, ce qu'on appelle problématique ou la dépendance. On va parler de qu'est-ce que c'est exactement. On parle de dépendance quand quelqu'un présente en fait 3 des critères suivants, au moins. Donc ce n'est pas nécessaire tous, mais ça a été défini, en fait, même s'il y a un qui est présent, c'est déjà un peu inquiétant, mais on ne parle pas encore de dépendance. On peut être dépendant à une substance si on a une très très forte envie tout le temps de consommer la substance. Et la personne qui pense tout le temps à « oh mais j'ai tellement envie d'aller fumer ou de prendre un verre ». Donc très forte envie. Deuxième critère, c'est l'impossibilité de contrôler sa consommation. Donc c'est la personne qui dit « demain matin, je ne vais pas boire », mais à 10 heures, il prend son premier verre. Donc c'est l'impossibilité de contrôler. Troisième, c'est l'augmentation des quantités qui est due à un phénomène, ce qu'on appelle la tolérance, qu'on a de plus en plus besoin d'une certaine substance pour avoir le même effet. D'abord, je sais pas, on prend un tout petit peu d'héroïne et après beaucoup plus pour avoir les mêmes effets. Donc ça, c'est troisième critère. Quatrième critère, c'est symptômes de manque à l'arrêt. Quand on arrête la substance, on a des symptômes de manque. Par exemple, quelqu'un qui est dépendant, qui arrête de boire de l'alcool, il peut commencer à trembler beaucoup. C'est classiquement un symptôme de manque qui disparaît quand on reboit ou quand on prend certains médicaments. Le cinquième critère, c'est qu'on continue la consommation de la substance, même s'il y a des conséquences négatives, qu'on est incapable de dire non, que par exemple, je sais pas, dans un couple, il y a un qui consomme, l'autre dit, mais si tu n'arrêtes pas, on va séparer, c'est quand même une conséquence négative, et la personne continue malgré tout. Okay. Et le dernier critère, c'est qu'on laisse tomber tout, le délaissement de tout autre intérêt, qu'on passe beaucoup de temps à chercher la substance, par exemple, parce que c'est la chose la plus importante qui existe. Donc, on parle de dépendance quand il y a 3 des 6 critères cités sont présents. On parle d'une consommation problématique quand quelqu'un consomme des substances, mais n'a pas les critères de dépendance. Et typiquement, c'est quelqu'un qui consomme des substances, par exemple, un peu trop, parce qu'il a un problème d'hypertension, un problème de diabète, il sait qu'il ne devait pas boire parce que c'est un problème pour son diabète ou son hypertension. Il prend la voiture après avoir bu, etc. Donc, quand il y a une consommation qui est importante et souvent régulière, il n'y a pas les critères de dépendance, mais il y a des conséquences ou des risques pour la santé, on parle d'une consommation problématique. En termes de santé publique, il faut savoir que probablement la consommation excessive est beaucoup plus fréquente et compliquée pour nous par rapport à l'alcool-dépendance. Ça, c'est quand on regarde dans des pays développés, et ça c'est pour les adultes, ce n'est pas des chiffres pour les gens au 3e âge, ça viendra plus tard, on sait que par rapport à la consommation d'alcool, dans la population générale, 15% ne boit pas du tout, 60% boit de temps en temps, une consommation sociale, et 20% ont une consommation excessive et 5% dépendance. Donc c'est quand même assez important.
la différence entre la dépendance et la consommation problématique, elle n'est pas uniquement sémantique. Hein. Tout d'abord, elle peut fluctuer un peu. Ce n'est pas toujours très clair si une personne est vraiment dépendante ou pas, surtout quand il y a des prises de stimulants comme la cocaïne, où les gens ont peu des symptômes de manque physique, ils pensent qu'ils peuvent arrêter du jour au lendemain. Mais elle est surtout, par rapport à nous, c'est important. Quand il y a dépendance, on considère vraiment que c'est une maladie chronique, qu'il y a des phases de rémission où ça va bien et des phases de rechute, et qu'on a quand même des limites dans le succès des traitements. Il y a sûrement parmi vous des gens qui ont fumé dans le passé, ils savent comment c'est difficile d'arrêter de fumer et comment on peut passer par des phases où on reprend. Donc dès qu'il y a dépendance, c'est plus difficile à traiter. Tandis que la consommation problématique, il n'y a pas de dépendance, on n'a pas le côté physique souvent de la dépendance, et que si on dépiste ça assez rapidement, on peut intervenir beaucoup plus efficacement et beaucoup plus tôt. On peut se demander pourquoi certains individus deviennent dépendants et d'autres pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le triangle de professeur Olivenstein, qui est un psychiatre parisien qui a publié ça dans les années 60. Je pense que c'est toujours utile de se rappeler que c'est en fait un hasard, hein, une rencontre entre une personne qui vit dans un certain environnement et qui rencontre une certaine substance. Il y a des caractéristiques dans la personne qui font qu'on peut devenir facilement dépendant ou pas. Probablement, il y a des facteurs génétiques qui font que quelqu'un devient plus rapidement dépendant. C'est pas sûr, mais c'est possible. Il y a aussi des facteurs psychologiques. Quelqu'un qui est profondément déprimé ou d'autres souffrances psychologiques, il peut plus facilement devenir dépendant parce qu'il découvre qu'une substance peut l'aider. Et ça c'est toujours le risque. Hein. Si quelqu'un est en bonne santé, il prend une substance, il n'a pas le côté soin, il n'a pas l'impression qu'il se soigne avec une substance. Après, il y a des caractéristiques dans la substance aussi. Il y a des substances qui ont une action courte et rapide, comme la cigarette par exemple, et ce sont des substances qui rendent dépendant très rapidement. Et donc plus courte et plus rapide il y a l'action de la substance, plus rapidement on devient dépendant. Et finalement, il y a l'environnement. C'est clair que si on vit avec des gens qui boivent, qui fument, qui prennent d'autres substances, c'est beaucoup plus difficile de ne pas consommer que si on est dans par exemple, un pays musulman où il y a peu d'alcool. Alors, donc on sait qu'on n'est pas tous égaux en face des substances psychoactives, mais il faut savoir que toute personne peut devenir dépendant. Hein, et que surtout en troisième âge, hein, avec les pertes liées à l'âge, on sait qu'il y a des gens qui se fragilisent et effectivement, qui peuvent rencontrer un moment difficile dans leur vie, une substance, et on va voir quelle substance le plus souvent, qui fait qu'ils deviennent dépendants seulement à ce moment-là. C'est surtout, donc il faut se rendre compte qu'il faut faire attention quand on prend une substance pour soulager la souffrance. C'est très différent de prendre l'alcool parce qu'on sait qu'avec l'alcool, on ose aller discuter avec quelqu'un dans la rue, ou on ose prendre le bus, que si on prend de l'alcool dans un contexte festif parce qu'il y a quelque chose de positif. Donc quand il y a un usage d'une substance pour s'automédiquer, on est très à risque de devenir dépendant. Un dernier mot encore, c'est autour de l'abus de médicaments. Avec des médicaments non psychoactifs existent aussi. Hein, des gens qui prennent beaucoup trop de médicaments, par exemple pour les douleurs, et qui prennent des paracétamol comme des petits bonbons. Ça existe aussi, mais ça ne rentre pas dans le cadre d'ici. Mais on n'appelle pas ça dépendance, mais il y a un comportement qu'on voit souvent et qui est compliqué quand il y a beaucoup de médicaments mélangés. Donc si je fais un petit résumé à mi-chemin, on a vu que dans les substances psychoactives, il y a des stimulants, les dépresseurs et les perturbateurs. On sait que l'usage de substances peut être bénéfique, non problématique, ou on peut devenir dépendant, et que le risque de créer une dépendance dépend des facteurs qui sont liés soit à l'individu, la substance et son environnement. Ça va pour le moment? Oui? On continue alors. Alors, ce qu'on sait par rapport au tabac, je commence avec des stimulants. Okay, le tabac,
ici, vous voyez en noir la ligne des gens qui sont des fumeurs, et on voit qu'avec l'âge, ça descend, c'est plus clair ici, quand je vous montre comme ça. On sait qu'avec l'âge, il y a une baisse de la proportion des fumeurs. On estime un peu moins de 30% les fumeurs dépendants dans la population adulte, et au-delà de 65 ans, on parle plutôt de 6%. Il y a aussi des gens, ça c'est je parle des gens dépendants, il y a des gens qui fument moins, donc ils ne sont pas dépendants, qui fument de temps en temps, ils ne sont pas dans ces 6%. Pourquoi il y a aussi peu, peu relatif de fumeurs? C'est surtout parce qu'il y a une très très grande surmortalité chez les fumeurs. Et les gens meurent vraiment, vraiment nettement plus jeunes. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a peu de personnes qui commencent à fumer après 65 ans. Donc, on sait que le tabac et la fumée, donc ce n'est pas la nicotine qui donne les problèmes, induit beaucoup de maladies et vraiment diminue l'espérance de vie de façon importante, au moins 15 ans probablement. On sait qu'il y a eu, maintenant, il y a globalement une baisse de la consommation de cigarettes en Europe. Pour le moment, on ne voit pas encore vraiment l'effet, mais ça viendra bientôt. On a vu chez les hommes la baisse de la mortalité liée au tabac commence à arriver. Les femmes ont commencé à fumer un peu plus tard et se rendent maintenant compte que c'est mieux de ne pas le faire, mais on va voir l'effet un peu plus tard. Alors pour vous, comme conseil, je peux que dire, si vous connaissez des gens qui fument, il faut toujours dire qu'il y a toujours des avantages à arrêter de fumer, que ce soit pour retrouver le goût, sa liberté, sa capacité respiratoire. Donc je ne peux pas dire que c'est très mauvais de fumer une cigarette par jour. Ça, on n'a pas de données pour le dire. Je peux que conseiller les gens à ne pas fumer. Pour les traitements médicamenteux pour la désoccupance du tabac, il y a peu de données. Il y a 2 études qui montrent qu'on peut prendre les substituts nicotiniques comme les patchs ou les gommes, donc il n'y a pas de souci. Discuter toujours avec le médecin, c'est clair, mais il n'y a pas de contre-indication. Par contre, il n'y a pas de données sur l'utilisation de médicaments comme le varenicline, le bupropion, de Champix, on en parle beaucoup. Donc je pense que c'est très déconseillé de les essayer. Je suis allée sur le site qui s'appelle www.stoptabac.ch. C'est un des meilleurs sites pour aider les personnes à arrêter de fumer. Et en fait, il n'y a rien adapté pour le 3e âge. Donc j'ai écrit à M. Ether, qui est responsable du site, il m'a promis qu'il va le faire. Il va faire un chapitre 3e âge. Alors, avant que vous pensiez que je suis un ayatollah et qu'il vous interdit de consommer tout, je vais vous dire qu'au fond, le café est probablement un ami qui vous veut du bien. Donc, bonne nouvelle. On dit toujours, oh, mais on peut être dépendant du café. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Les gens qui boivent pas mal de café, ils peuvent avoir quelques symptômes de sevrage. Par exemple, un peu de maux de tête. Par contre, le vrai syndrome de dépendance n'existe pas vraiment. Plutôt, les études suggèrent qu'il y a des bénéfices de boire du café de façon modérément. Par rapport au métabolisme, ça diminue les problèmes de diabète, ça diminue les problèmes de foie quand il y a des atteintes hépatiques. Probablement, ça améliore un peu la cognition et peut-être il y a un effet anti-aging parce qu'il y a des antioxydants dans le café. Donc, pas trop de soucis pour ça. Il n'y a que faire très attention en cas de troubles de sommeil. Donc, les gens qui ont de la peine à dormir, il faut leur conseiller d'arrêter de boire du café à partir de 4 heures l'après-midi. C'est quand même stimulant. Et aussi des gens qui font des attaques de panique ou qui ont des problèmes d'un cœur qui bat déjà trop rapidement. Donc, dans ces cas, c'est peut-être juste dire, faites attention. Je vais juste vous dire que je ne suis absolument pas sponsorisée ni par Max Havelaar ni par Nestlé. Voilà. Cocaïne et amphétamine. Donc là, l'usage semble assez rare en 3e âge.
Je dois dire qu'on a eu l'autre jour un monsieur de 65 ans qui avait essayé de la cocaïne, donc ça ne l'a pas convenu du tout parce qu'il a fait une complication cardiaque grave. Donc c'est surtout vraiment risque cardiovasculaire très très importante, infarctus du myocarde, hypertension, donc vraiment déconseillé. Je voulais juste vous parler d'une chose là dans ce contexte, c'est des médicaments qui vont être promus de plus en plus pour améliorer la cognition et la mémoire, ce qu'on appelle les cognitive enhancers. Je pense que les boîtes pharmaceutiques essaient de développer à grande vitesse ces médicaments qu'on pourrait prendre quand on perd un tout petit peu la mémoire et qui vont essayer de découvrir chez vous tous un petit problème de perte de mémoire. Mais il faut savoir c'est que ces substances contiennent en grande partie des substances qui sont un peu comme l'amphétamine. Donc, prudence avec ces prises de médicaments. Ça, c'était le chapitre stimulant. On passe aux dépresseurs. Et ça, c'est voilà, le plus important, c'est l'alcool. La bonne nouvelle, c'est que spontanément, beaucoup de gens diminuent leur consommation totale d'alcool avec l'âge. Donc, la consommation totale. Toutefois, il y a plus de gens qui boivent tous les jours. Et qu'à 65 ans, il y a une étude en Suisse qui a été faite en 2005 qui montre qu'il y a 18% des femmes et 44% d'hommes qui consomment tous les jours. Là-dedans, parmi eux, 24% ont des consommations à risque. Et probablement, c'est le même nombre d'hospitalisations, en tout cas ça c'est une étude aux États-Unis qui montre que c'est autant d'hospitalisations pour les problèmes liés à l'alcool que les problèmes liés à l'infarctus du myocarde. Okay? Donc c'est quand même un grand souci. Toutefois, on n'en parle pas beaucoup. Dans la presse, on parle toujours des jeunes qui sont aux urgences avec un coma éthylique ou d'autres soucis, ou la diminution de la productivité de la population suisse. Il y avait un article dans le journal cette semaine, combien ça coûte aux entreprises, la consommation d'alcool chez les employeurs, mais on ne parle jamais de ce problème chez les personnes âgées. Et pourquoi ? C'est surtout parce que les conséquences, c'est surtout pour l'individu, ce n'est pas pour la société. Il n'y a pas de baisse de productivité, par exemple. Et que donc, ces conséquences individuelles, c'est le retrait social et que les gens ils ont plus de maladies et vraiment, il y a beaucoup de conséquences graves. Pourquoi c'est un peu caché aussi, c'est parce que ce sont des personnes qui prennent moins souvent la voiture, donc il y a moins d'accidents de la route, heureusement. Et qu'une autre raison aussi, c'est que peut-être on n'y pense pas assez souvent, surtout comme médecin peut-être, parce que c'est des symptômes peu spécifiques. C'est des gens qui tombent, qui sont dépressifs, qui ont des troubles de cognition. On pense que c'est lié à l'âge ou l'introduction, je ne sais pas quel traitement, mais finalement c'est l'alcool. Donc on ne parle pas assez de ça et que les gens n'osent pas en parler, avec leur médecin peut-être non plus. Ça c'est le problème, mais aussi ça reste caché parce que peut-être les infirmières de domicile ne le voient pas, le médecin non plus. Pourquoi les gens boivent spontanément moins, en tout cas une grande partie, parce qu'ils probablement ils sentent que la tolérance de l'organisme à l'alcool diminue avec l'âge. Et c'est parce qu'en fait, il y a un changement du corps, il y a moins d'eau dans le corps, il y a un changement dans les fonctions du foie et des reins, il y a souvent beaucoup de médications qui peuvent interférer avec le foie, et qui fera que pour une même quantité d'alcool, on aura un niveau d'alcool dans le sang qui est plus élevé et ça baisse plus lentement. Et donc même si avant on pouvait prendre 2 verres sans problème, là à un certain moment, les personnes âgées avec 2 verres, ils ont vraiment beaucoup bu trop. Et les conséquences, et ça malheureusement on le voit quand même assez souvent, c'est donc l'alcool en excès, c'est qu'il y a des troubles, surtout des troubles d'équilibre et des chutes et des fractures de la hanche. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Deuxième problème, c'est que pour ceux qui ont une voiture, c'est la capacité de conduire qui est encore diminuée, et même s'il y a déjà des problèmes de vision, d'audition, etc., on rajoute de l'alcool, ça devient vraiment dangereux. L'alcool a un effet très négatif
sur la capacité de mémoire et de se rappeler des choses, il peut faire que les médicaments qu'on prend pour d'autres maladies n'ont pas d'effet, donc on va décompenser plein de maladies comme l'hypertension, le diabète. Il peut faire des sauts d'humeur et des états dépressifs. Si on oublie de manger parce qu'on boit, on peut avoir de malnutrition avec des déficiences, surtout en ce qui concerne les vitamines, avec toutes les conséquences. Et finalement, je dirais surtout, c'est la perte de dignité qui est affreux de temps en temps à voir quand on vient à domicile chez des personnes qui ont soit une dépendance, soit une consommation très excessive d'alcool, qui sont tombées, qui n'ont pas été vues pendant 2 jours, etc. Okay? Donc ça, c'est les conséquences de l'alcool, plus spécifiquement au 3e âge. Et un autre problème encore, c'est le problème de la violence. Donc l'OMS a sorti un grand rapport en 2006 qui spécifiquement sur le sujet de l'alcool et la violence à l'égard des aînés, qui démontre, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça arrive malheureusement trop souvent qu'on donne de l'alcool à la personne âgée pour qu'il y ait un changement de son jugement de la mémoire pour, par exemple, avoir de l'argent. Et c'est surtout quand c'est des soignants ou des enfants qui sont dépendants. Donc, ils donnent de l'alcool à la personne qui va signer un papier, qui va être agressée de façon directe ou indirecte. Donc là, il y a beaucoup d'études sur quand il y a violence envers la personne âgée. Dans plus que la moitié des cas, il y a eu de l'alcool dans la situation. Il peut aussi avoir l'usage d'alcool chez la personne âgée parce qu'il subit de la violence tout le temps. Hein? Donc il s'auto-traite avec l'alcool. Et finalement, dans des couples, l'alcool peut être aussi un facteur de risque de violence à l'égard de l'autre. Et donc, sous alcool, les gens deviennent agressifs. Ça peut arriver et que c'est pas uniquement chez les personnes âgées, aussi chez les personnes adultes. Donc, un mot particulier pour l'alcool et la violence. Quand il y a alcoolodépendance, on sait que 2/3 des situations d'alcoolodépendance chez des personnes âgées sont des gens qui ont toujours eu des problèmes de dépendance. Et que c'est souvent des cas assez difficiles à traiter avec beaucoup d'autres maladies et que, c'est pour nous, ce sont des situations difficiles. Par contre, il y a 1/3 des situations où ce sont des gens qui ont commencé une dépendance, disons, tardivement, suite à des pertes, suite à la retraite, de ne plus savoir quoi faire, une perte d'un conjoint, perte d'autonomie. Peut-être c'est plus difficile à repérer, c'est un peu caché, mais finalement, ce sera plus facile à traiter, parce qu'il n'y a pas d'autres comorbidités. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui est dépendant d'alcool, il ne peut pas arrêter d'un coup l'alcool. C'est extrêmement dangereux. On peut faire des crises d'épilepsie, on peut avoir des complications très très sévères, surtout pour les personnes âgées. Donc il faut absolument qu'il soit hospitalisé pour un sevrage. Et proposer de l'aide pour la personne et aussi pour l'entourage. Maintenant, vous allez me demander, est-ce qu'on n'a pas le droit de boire? Non, ce n'est pas le cas. Donc, quelques conseils. Et pour les conseils, vous avez besoin de juste se rappeler qu'est-ce que c'est un verre. Okay? Un verre standard d'alcool, c'est ce qu'on appelle un verre bistrot. C'est 10 grammes d'alcool. Donc 10 grammes d'alcool, on trouve ça dans un verre de bière normal à 4 degrés de 25 cc. Donc pas une canette d'un demi-litre, ce sera 2 verres. Aussi dans un verre de vin, qui en principe est 1 décilitre, ou de l'alcool fort, comme l'eau de vie ou le whisky, c'est 2,5 cc. Donc ça, on considère ça comme un verre. Et on sait très très bien qu'à la maison, souvent, un verre, c'est 1,5 verre ou plutôt 2 verres. Donc, dans notre langage, et quand je parle maintenant ici aussi, un verre, c'est 10 grammes d'alcool. Alors, l'OMS a fait des recommandations longtemps pour les adultes, en proposant pour un homme de ne pas dépasser 3 verres par jour
ou 21 verres par semaine, et pour une femme de ne pas dépasser 2 verres par jour ou 14 verres par semaine. On peut aussi y avoir des occasions spécifiques qu'on boit un peu plus. Pour un homme, c'est déconseillé de jamais dépasser 5 et une femme jamais 4. Okay? Une nouvelle recommandation de l'OMS, c'était au-delà de ne pas dépasser ces limites, c'est de ne pas boire 2 jours par semaine. Okay? Ça, c'est surtout pour éviter la dépendance. Ce n'est pas recommandé de boire 3 verres par jour. Hein? La recommandation, c'est de ne pas les dépasser. Okay? C'est une grande différence. Mais souvent, les gens disent, mais on a le droit de boire. Oui. Okay? Voilà. Pour les recommandations au-delà de 65 ans, je dois vous dire, il n'y a pas de recommandation claire. Ni de l'OMS, ni d'ailleurs. Ce que j'ai trouvé, c'est que quand il y a une prise de médicaments ou une maladie, X ou Y, il est conseillé de boire maximum 1 verre par jour, donc 10 grammes d'alcool. Okay? On peut s'imaginer que, par déduction, on peut dire peut-être quelqu'un qui est en bonne santé, même à l'âge avancé, et surtout s'il n'a pas perdu trop de poids, etc., c'est maximum 2 verres par jour. Mais ça, c'est un peu une interprétation. La Société américaine de gériatrie parle aussi de 1 verre, mais en fait, 1 verre aux États-Unis, c'est 1,6 verres chez nous, parce que c'est des grands verres, hein, comme les grandes bouteilles de lait. Voilà. Donc, je veux dire, quand il y a prise de médicaments, surtout des médicaments qui sont des dépresseurs, hein, ne pas dépasser 1 verre par jour. Okay. Et pour tous, s'il y a maladie ou pas, c'est éviter la consommation quotidienne et prenez un verre maximum 5 jours sur 7. Okay. Donc, si vous voulez retenir quelque chose de cette conférence, retenez ça. Pour éviter malentendus, je dis, mais c'est bizarre, on a toujours dit 1 verre par jour, c'est bon pour le cœur. Okay? Mais il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, plutôt chez les adultes, et pas chez les personnes en 3e âge, qui démontrent une consommation très modérée de vin rouge. Et là, quand je parle de très modéré, c'est 3-4 verres par semaine, peut effectivement protéger des maladies cardiaques. Okay? Toutefois, ce n'est pas pour tous. Hein, ce n'est pas pour tous que ça joue. Hein. Quand il y a d'autres médications, etc., ce n'est pas le cas. Et ça ne protège pas d'autres maladies. Là, on a pris juste les maladies cardiovasculaires. Okay? Et il ne faut pas oublier qu'il y a des moyens beaucoup plus efficaces pour protéger votre cœur. Hein. Ce n'est pas de boire un verre, mais plutôt de faire de l'activité physique, éviter d'avoir de surpoids, etc. Okay? Le deuxième malentendu aussi, c'est toujours de dire « Ah oui, mais voilà, 3e âge, l'alcool, c'est le seul plaisir qui reste, il faut le laisser. Hein. » Alors, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que quand il y a dépendance, il n'y a vraiment plus de plaisir du tout. Hein. Par contre, on peut avoir du plaisir avec un verre de temps en temps. Et le dernier, c'est l'alcool. Il aide à dormir. Et ça, je peux vraiment vous dire que ce n'est pas juste l'alcool perturbe la structure du sommeil. Okay? Et ça fait l'introduction par rapport aux somnifères, hein, des médicaments pour dormir. Alors, ce qu'on sait très clairement, que ça, c'est la substance que les personnes âgées prennent beaucoup plus que les jeunes. Hein. Donc, surtout chez les femmes, hein, beaucoup plus que les hommes boivent plus et les femmes prennent plus de médicaments. Hein, on parle de jusqu'à 20% de consommation quotidienne de somnifères chez des femmes en Suisse, ce qui est très important. Le risque, c'est d'abord qu'on crée une dépendance, et deuxièmement, qu'il y a des interactions avec d'autres médicaments et l'alcool. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rappeler que prendre un somnifère après quelques semaines, ce n'est pas utile, il n'y a plus l'effet de la substance. On pense juste qu'on en a besoin, hein, et que bien sûr, peut-être on va mal dormir 1 ou 2 nuits, mais il faut avoir confiance qu'on peut vivre sans ce somnifère. Donc les médecins doivent faire des prescriptions très courtes et minimales. On doit travailler l'hygiène de sommeil, ce sera voilà, bouger assez, ne pas prendre des cafés ou d'autres stimulants après 4 heures par exemple. Hein. On dit toujours, on dort bien avec un corps fatigué, une tête reposée. Alors essayez de retenir ça. Et finalement, il faut accepter qu'avec l'âge, le sommeil change.
Ça, c'était les somnifères. Il y a encore d'autres médicaments qui sont aussi des dépresseurs du système neurocentral, qui sont ce qu'on appelle les opioïdes, opiacés. C'est des médicaments antidouleurs qui sont très forts, comme la morphine, codéine, héroïne, et tramadol aussi. Et là, les études aux États-Unis ont montré que là, il y a une énorme augmentation aux États-Unis des personnes âgées qui ont des dépendances à des médicaments prescrits. Alors, moi, je vous dis honnêtement, je ne l'ai pas encore vu, j'espère que ça ne viendra pas, mais sachez que ça, c'est une source de dépendance assez connue. Okay. Donc ça, c'est un groupe des personnes qui ont commencé une dépendance aux opioïdes prescrits. Il y a un autre groupe que je cite juste en rentrant dans les détails, c'est que nous sommes confrontés à les gens qui étaient des anciens héroïnomanes, qui ont reçu des traitements corrects de leur dépendance et qui ont vieilli, mais souvent il y a pas mal de problèmes de santé comme des hépatites ou des maladies VIH et SIDA qui fait qu'ils ont mal vieilli ou on a des problèmes gériatriques plutôt à 50 ans et on n'a pas vraiment d'endroit pour eux où on peut s'occuper bien d'eux. Donc, j'ai laissé en haut une série de dépliants préparés par Addiction Info, CH, donc c'est l'ancien ISPA, Institut Suisse de prévention de l'alcoolisme et de dépendance, qui a changé de nom. Et là, j'ai pris des brochures pour vous. Sinon, vous pouvez trouver toutes ces brochures et d'autres aussi sur le site de Addiction Info, CH. Donc, il contient plein d'informations. Dernière substance, je voulais juste passer un mot autour d'un perturbateur, qui est le cannabis. Là, de nouveau, aux États-Unis, où on peut prescrire ce qu'on appelle le cannabis médical, hein, des gens peuvent prendre du cannabis pour des raisons médicales, ils ont le droit d'en acheter dans certains centres ou d'en produire eux-mêmes. On a vu une très nette augmentation de demandes de cannabis médical pour les personnes de plus que 60 ans. Pardon, c'est plus que 60 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cannabis a des effets au-delà de l'effet psychologique. Ça permet d'augmenter l'appétit, de diminuer les nausées et les vomissements. Il a un effet antidouleur. Il a un effet antispasmodique, surtout pour des gens qui ont des graves maladies neurologiques, comme les scléroses en plaques, par exemple. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a d'autres intérêts, probablement pour des migraines, pour le glaucome, pour la maladie Parkinson, pour la dépression, en cas de certains cancers. Donc, c'est un médicament qui est utilisé de plus en plus par les personnes âgées. Je ne suis pas du tout ici pour le promouvoir, parce que la plupart des études où on a pris du cannabis en médicament, pas que le THC, qui est un des principes là-dedans, ça a été testé comme un médicament antidouleur et antinausée. On a vu que beaucoup de personnes âgées ne supportent pas, parce qu'ils ont trop d'effets psychologiques. Toutefois, il faut savoir que ça peut marcher pour des gens qui ne supportent pas des médicaments conventionnels. Par exemple, on voit souvent aussi la personne âgée ne tolère mal la morphine, aussi pour les effets psychotropes. Donc, ceux qui ont déjà essayé eux-mêmes, et j'ai déjà eu des situations effectivement des personnes âgées avec un arthrite rhumatoïde par exemple, qui prenaient du cannabis en tisane. Mais c'est très compliqué d'accès, mais c'est quelque chose qui peut aider si la personne ne supporte pas des traitements conventionnels. Nous avons la possibilité de prescrire le THC synthétique, ça s'appelle dronabinol, en solution huileuse en Suisse pour des gens qui ont une indication, un traitement de cannabis médical. Voilà. J'ai presque fini. Un mot sur les approches thérapeutiques. En médecine de l'addiction, qu'est-ce qu'on en sait par rapport au troisième âge? Tout ce qui est dépistage et repérage est essentiel, même si c'est difficile parce que les personnes âgées n'osent peut-être pas dire qu'ils prennent des substances et que le médecin n'ose pas en parler. Donc ça, c'est difficile. Nous venons de valider un questionnaire de dépistage qui a été développé par l'OMS. C'est un questionnaire qui pose des questions sur toutes les substances, donc tabac, alcool et le reste. Et nous venons de le tester dans une population gériatrique. Il est tout à fait utilisable. Donc voilà, là, on a un outil à disposition qu'on va utiliser bientôt. Dans le domaine de la médecine d'addiction, le travail motivationnel est extrêmement essentiel. C'est le travail, comment on peut aider la personne à se motiver pour changer de comportement. Il y a plein de techniques.
Ces techniques sont tout à fait efficaces aussi chez les personnes âgées, sauf, ça vous comprenez, quand il y a des troubles cognitifs. Hein, quand il y a des problèmes de mémoire, c'est très difficile de faire ce travail motivationnel. Pour le reste, on a peu d'évidence sur comment le faire correctement, hein, en termes d'approche psychologique, médicamenteuse et sociale. Toutefois, les données qui existent semblent quand même que vraiment que c'est satisfaisant et que ça vaut la peine de proposer des traitements à des gens qui souffrent de dépendance. Un mot particulier sur le travail groupal, hein, aussi pour les proches. Donc, quand il y a une dépendance ou un problème de consommation de substances, il y a des approches groupales qui existent aussi à Genève et que ça, c'est vraiment un grand intérêt aussi pour sortir les personnes de leur solitude. Le réseau de soins à Genève, très court, il y a la FSHD, hein, et on est en contact avec eux, il y a votre médecin de famille. Dans les hôpitaux, on a l'unité de gériatrie communautaire qui a des hôpitaux de jour avec un groupe alcool. Hein. J'ai pris quelques documents pour ceux qui sont intéressés avec les adresses et comment les contacter. Moi, je travaille au service de médecine de premier recours où nous avons une petite unité de dépendance où on peut tout avoir, voir les gens, pour les évaluer, les orienter, faire des sevrages. Au département de psychiatrie, il y a le service d'addictologie et en psychogériatrie, il y a le centre CAPA qui peut aussi accueillir des personnes. Sinon, il y a des associations comme Croix Bleue et Sénectute qui peuvent tout à fait proposer de l'aide. Alors, l'usage de substances psychoactives en troisième âge, c'est un problème négligé mal connu, même si on sait que l'âge peut rendre vulnérable tant à l'usage qu'à l'effet des substances. La dépendance, il faut vraiment essayer de la prévenir, mais elle se soigne. Et là, je finis avec une citation de l'Addiction Info qui dit « Pour bien vieillir, il est important de préserver votre santé et une consommation très modérée de substances peut en faire partie. Donc, je vous propose de savourer vos années, soit avec un petit verre d'alcool, mais pas tous les jours, ou un bon café, même tous les jours. Merci pour votre attention. » Un grand merci à la Dr Broers pour cet exposé sur des effets variés, attendus et peut-être non attendus pour certains, de substances que vous utilisez souvent, peut-être sans savoir qu'elles peuvent avoir des effets. Et comme d'habitude, donc, il va y avoir une pause pendant laquelle vous pouvez rédiger vos questions et on y répondra dans 5 à 10 minutes. Merci encore. Très bien. Oui, oui. Oui, oui. Alors, il y a toujours...
tabac, il faut 15 à pour des... Comme ça? Mauvais pour la santé de prendre 4 à 5 cafés. Non, d'accord. La qualité du vin, je vais peut-être en rappeler. Oui, Ouais, on va oui, prendre. c'est sûr. C'est bon. Ah, il y a encore une personne qui... Je crois qu'on va commencer la partie consacrée aux questions. Première question, est-ce mauvais pour la santé de boire 4 à 5 cafés par jour? Comme j'ai dit, le café a plutôt des effets bénéfiques pour la santé. De boire 4 à 5 cafés, il n'y a pas de souci. Si la personne n'a pas de problème, surtout du cœur, de palpitations, parce que ça veut vraiment être une conséquence de trop de café. J'avais eu vraiment une patiente une fois qui a eu toutes les investigations pour des palpitations, des cœurs qui battaient trop vite, et finalement, il buvait trop de café.
Okay? Donc ça peut être la seule raison pour arrêter, ou des gens qui se sentent un peu mal après trop de café, un peu anxieux. Donc ça, ce sera aussi une raison pour boire moins. Et encore dernière chose, effectivement, c'est le problème de sommeil. Si on a des troubles de sommeil, il faut savoir que le caféine en a fait assez longtemps et que même si on arrête de boire, on dit « oh, je prends mon dernier à 8 heures le soir », ça peut être vraiment trop tard, on peut avoir des troubles de sommeil au moins jusqu'à 2-3 heures le lendemain. Donc, aucun souci, 4 à 5 verres de café, sauf si la personne a des conséquences. Et ces conséquences peuvent changer avec l'âge. Moi, personnellement, déjà, je ne peux plus boire des cafés l'après-midi parce que je ne dors plus. Donc, tandis qu'avant, je pouvais boire du café avant. La qualité du vin joue-t-elle un rôle? Alors, je dirais il y a deux réponses. La qualité de vin peut jouer surtout sur le risque d'effets secondaires. S'il y a trop de soufre ou d'autres substances, les gens risquent d'avoir plus de maux de tête le lendemain. Okay? Si on parle en termes de qualité, c'est le pourcentage d'alcool, c'est sûr qu'il y a une différence. Mais par rapport à la toxicité et le risque de créer en dépendance, il faut uniquement calculer le gramme d'alcool. Donc, si normalement l'alcool est environ 11-12 degrés, maintenant il y a déjà des alcools plus forts, 14. Donc déjà, il y a une différence. Dans un verre, il y a un peu plus d'alcool. Donc, et le risque de dépendance et tout ce qui est, disons, risque de chute, de troubles d'équilibre, c'est vraiment lié à la quantité d'alcool. Okay. Bien sûr, je vous conseille de boire du bon vin. Si vous en prenez, c'est mieux de boire du bon vin. De nouveau, savourer, c'est important. Mais le risque, ça ne diminue pas le risque de rien d'autre. C'est OK? Comment fortifier le système nerveux de façon naturelle? Par exemple, quelle nourriture? OK. Il y a beaucoup d'études effectivement sur la santé mentale et je dirais une des choses qui sort de plus en plus, c'est l'intérêt d'une activité physique régulière. Donc pour être bien dans la tête, ce sera d'avoir une activité physique régulière. Il y a même de plus en plus d'études qui démontrent que si quelqu'un a une dépression modérée, l'effet de 30 minutes d'activité physique par jour, et je ne dis pas de sport intense, c'est juste activité physique modérée, c'est le même effet qu'un antidépresseur. Okay. Donc ça c'est le côté, je dirais, très important, c'est l'activité physique. Deuxième chose, en termes de nutrition, ce sera surtout d'éviter d'alcool, c'est quand même aussi considéré dans la nutrition parce que c'est un dépresseur, plus de médicaments, et de manger de façon le plus équilibrée possible. À mon avis, il n'y a pas vraiment des nutriments qui peuvent faire qu'on se sent bien, c'est l'ensemble. Une bonne digestion, c'est important pour le bien-être. Donc, je dirais de façon manger équilibré, c'est la seule chose, et avoir une activité physique modérée. Qu'est-ce qu'il en est de l'addiction au chocolat? OK. L'addiction au chocolat, elle peut exister, mais elle est un peu fausse à mon avis. Les gens disent « oh, je dois absolument avoir du chocolat ». Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui, quand il n'y avait pas de chocolat, allait faire 20 km en voiture pour chercher du chocolat. Tandis que pour la cigarette ou l'alcool, les gens le font. Donc, je pense que ça va être rare d'avoir 3 critères sur 6 des critères de dépendance présents par rapport au chocolat. Il y a des effets, il y a un effet un peu stimulant dans des substances du chocolat, mais moi je dirais, je le mettrais du côté café plutôt un peu bénéfique et pas trop de soucis. Le seul souci avec le chocolat, c'est le nombre de calories, parce que ce n'est pas uniquement le cacao, c'est aussi du beurre, du sucre et beaucoup de calories. Donc voilà, ce sera plutôt côté surpoids que ça pose un problème que l'addiction.
Pensez-vous que la distinction entre substances licites et illicites est encore utile? Merci pour cette question. Alors, c'est clair que vous avez vu le dia que je vous ai montré sur l'article de professeur Nutt sur la dangerosité des drogues. Et là, on voit que finalement, les drogues, il y a des drogues licites qui sont beaucoup plus dangereuses que les drogues illicites. Donc, je pense que la distinction n'est pas utile parce qu'elle induit une fausse pensée chez les gens que c'est licite, donc c'est pas grave. Finalement, le tabac et l'alcool provoquent beaucoup plus de problèmes que, par exemple, le cannabis ou certaines autres substances illicites. C'est clair que je ne veux pas dire qu'il faut tout mettre au même niveau. Il y a une différence entre, disons, être puni pour consommer une substance ou pouvoir promouvoir par des actions la vente d'alcool bon marché. Il faut régulariser les marchés des deux côtés. Moi, personnellement, je suis assez opposée effectivement à la punition de la consommation de substances. Ça a beaucoup de conséquences négatives, le statut illicite, surtout pour des substances qui sont très peu dangereuses comme le cannabis. Et que, de nouveau, je pense que voilà, le fait que certains médicaments, l'alcool et le tabac sont licites, ça induit une sorte de fausse pensée chez les gens. Pour le graphique qui fait ressortir le rôle de l'alcool en premier, à quelle dose d'alcool? Là, pour le graphique de M. Nutt qui suggère que l'alcool est la plus dangereuse parmi les substances, il faut savoir que dans cette étude, ils ont pris plein de gens différents, de spécialistes de tous les domaines, donc pharmacologique, addictologique, de police, de justice, de santé publique. Donc là, c'est juste une photographie des risques pour une société et pour l'individu de la consommation, de la présence d'une substance. Et qu'il n'y a pas de limite là-dedans. Simplement, ça veut dire que, ça c'est surtout en Angleterre, mais on peut l'extrapoler pour la Suisse, l'alcool pose le plus de problèmes en termes de coûts, de décès, de maladies, etc., dans un pays. Et si on veut venir et c'est clair qu'il n'y a pas de seuil, on peut dire que quelqu'un qui prend 3 verres par jour, mais qui prend la voiture avant, après, il provoque un accident mortel, c'était 3 verres qui étaient trop. Pour une autre personne qui boit 3 verres tranquillement dans une journée, qui reste à la maison, qui ne fait pas de dégâts, il n'y a pas de risque. Donc en plus, le nombre de verres, ce n'est pas toujours ce qui peut dire s'il y a problème ou pas. Dernière question. Un whisky tous les soirs, est-ce grave? L'honnêteté m'oblige à compléter. Plus 2 verres de vin et je me porte très bien avec mes médicaments. Alors, un whisky tous les soirs, il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend tout à fait de la personne. Il y a des gens qui sont plus susceptibles de devenir dépendants ou pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas jamais devenir dépendants. Un whisky le soir en soi, probablement n'a pas de conséquences. Mais si c'est tous les soirs, ça augmente le risque de devenir dépendant. Parce que c'est tellement l'habitude qu'on ne peut plus s'en passer. Et qu'à un certain moment, un whisky, ça ne suffit plus et on va en boire 2. Si quelqu'un est capable de toujours boire juste un whisky le soir, pas de souci. Mais, de nouveau, le corps change, les médicaments peuvent changer, il y aurait peut-être des interactions qui font que les médicaments soient plus efficaces ou que le taux d'alcool dans le sang devient trop haut tout à coup, même avec un whisky. Dans ce cas, c'est mieux de boire un demi-verre de whisky. Okay. Ajouter avec 2 verres de vin par jour, ça fait 3 unités, et que je pense que ça dépend de la personne, c'est très individuel. En termes de message santé publique, je dirais c'est trop. Pour un individu bien portant, pas trop maigre, avec une bonne fonction hépatique et une bonne fonction rénale, ça peut aller. Mais de nouveau, je conseillerais toujours
d'essayer au moins 2 jours par semaine de prendre une tisane au lieu de whisky ou de faire quelque chose d'autre dans le rituel. J'aimerais peut-être juste donner une anecdote à ce point de vue-là. J'ai dû m'occuper une fois d'un patient qui avait un problème qu'on a détecté et qui était des apnées obstructives qui surviennent pendant la nuit. C'est une situation dans laquelle la langue bute contre le pharynx et puis que la personne essaye de faire des efforts désespérés pour respirer, mais n'arrive pas. Puis à un moment donné, quand l'oxygène baisse suffisamment dans le sang, elle se réveille sans le savoir, ronfle bruyamment pendant 4 à 5 secondes, libère ses voies aériennes, se réoxygène, puis ça recommence toutes les 30 secondes. Inutile de dire que pour le conjoint ou la conjointe, c'est d'un confort modéré. Eh bien, on a appris dans son anamnèse, dans son histoire, que ce patient prenait un whisky tous les soirs. Et on sait qu'il y a une relation assez forte entre l'alcool et les apnées obstructives. On a fait un enregistrement avec le whisky, et il a eu 250 ou 300 apnées pendant la nuit, avec ses ronflements. Un soir, il a consenti à ne pas prendre de whisky, et il en a eu 50 au lieu de 300. Et que pensez-vous qu'il fit? Il continua son whisky. Voilà, j'aimerais encore remercier beaucoup la Dr Broers de son exposé, de ses conseils pratiques, de sa tolérance aussi, pour nous faire comprendre que finalement le plaisir existe, il mérite d'être reconnu à condition de ne pas en abuser. Merci encore. Merci à vous.